Ce soir-là, la maison était pleine. Des rires, des conversations qui se croisaient, toute la famille réunie, jusqu'à ce que, soudain, mon mari élève la voix. Devant tout le monde, sans la moindre gêne, il m'a pointé du doigt et a crié que j'étais une incapable. Le silence qui a suivi a été pire que le cri. Personne ne m'a défendu. Personne n'a réagi. J'ai senti mon visage brûler, mon cœur se serrer, et la honte m'engloutir tandis que j'essayais de rester debout. J'étais prête à avaler cette humiliation comme tant d'autres, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Mon fils, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Et à l'instant même où il a parlé, j'ai vu le visage de mon mari perdre toute couleur. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ces quelques mots ont tout changé et ont laissé mon mari sous le choc, devant tout le monde. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 34 ans, et le jour où mon mari m'a humiliée devant toute sa famille a été le même jour où ma vie a changé à jamais. Mais pas de la façon qu'il imaginait. C'était un samedi, le 23 novembre, une journée grise d'automne à Toulouse. J'avais passé les 3 derniers jours à tout préparer pour le dîner d'anniversaire des 70 ans de mon beau-père, Pierre Dubois. La maison était impeccable. La table, dressée avec une nappe en lin brodé et de la porcelaine de Limoges héritée de ma grand-mère. Au menu, en entrée, du foie gras avec confiture de figues, puis un magret de canard avec des pommes de terre sarladaises, et en dessert, une tarte tatin que j'avais mis 4 heures à préparer. Tout était parfait. Ou presque. Mon mari, Julien Dubois, est rentré à 18h, 1 heure avant l'arrivée des invités, et a immédiatement commencé à tout inspecter comme un général passant ses troupes en revue avant la bataille. Les verres à vin sont tachés, a-t-il dit en levant un verre en cristal vers la lumière. Élise, comment peux-tu être aussi négligente? Je les ai lavés 3 fois, ai-je commencé. Ils ne sont pas impeccables. Il a reposé le verre avec force sur la table. Relave-les. Tous. Il y en avait 18. J'ai regardé l'horloge. 1 heure. Julien, les invités vont arriver. Alors tu ferais mieux de te dépêcher, non? J'ai avalé ma réponse et j'ai emporté les verres à la cuisine. Mon fils, Théo, 8 ans, était assis à la table de la cuisine, en train de faire ses devoirs. Il a levé ses yeux verts, si semblables aux miens, et a chuchoté. Maman, tu veux de l'aide? Non, mon cœur. Continue à travailler. J'ai relavé les 18 verres en un temps record, les ai essuyés un par un avec minutie, puis les ai remis sur la table. 18h45. 15 minutes pour me changer. Je suis montée en courant l'escalier de notre duplex dans le quartier de Saint-Cyprien, un appartement de 120 mètres carrés que Julien prenait soin de rappeler qu'il avait acheté tout seul, avec son salaire d'ingénieur civil chez Airbus. Peu importait que mon salaire de 1 800 € comme assistante administrative aidât aussi à payer les factures. J'ai enfilé la robe bleu marine que Julien avait approuvée la semaine précédente, au moins celle-là ne te fait pas ressembler à une femme de ménage, j'ai attaché mes cheveux châtains en un chignon discret, et j'ai mis le maquillage minimal qu'il tolérait, pas besoin d'avoir l'air d'un clown. Je suis redescendue à 19h03. Les premiers invités arrivaient. Pierre, le patriarche, est entré avec sa seconde épouse, Brigitte, une femme de 52 ans aux cheveux trop platines et au sourire trop faux. Puis sont arrivés le frère de Julien, Marc, avec son épouse Caroline et leurs 2 enfants. La sœur, Sophie, avec son mari Philippe. Et enfin, la mère de Julien, Françoise, divorcée de Pierre depuis 15 ans, mais toujours présente aux occasions familiales parce que, la famille, c'est la famille. 11 personnes. Toutes m'ont salué par des bises formelles sur les joues et des commentaires sur le fait que la maison était charmante, un mot qui voulait toujours dire acceptable, mais pas impressionnante. Le dîner a bien commencé. Le foie gras a été complimenté. Le magret était parfaitement cuit. La conversation a coulé, politique, football, les problèmes de grève à la SNCF. Moi, je parlais à peine. Julien préférait ainsi. Laisse les hommes parler, Élise. Tu ne comprends pas à ces sujets. Je servais, je débarrassais, je remplissais les verres. L'épouse parfaite. Invisible. C'est au moment du dessert que tout s'est effondré. Je découpais la tarte tatin quand Brigitte a commenté. Élise, ma chérie,
Tu n'as presque rien mangé. Tu fais un régime? Non, je n'ai juste pas très faim. Elle ne mange jamais correctement, a coupé Julien en remplissant son verre de Bordeaux, le 4e de la soirée. Elle passe la journée à grignoter. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'énergie pour faire les choses correctement. J'ai avalé difficilement et j'ai continué à servir. Julien travaille tellement, a soupiré Françoise de façon dramatique. Il rentre épuisé et en plus il doit supporter. Elle n'a pas fini sa phrase, mais l'implication était claire. Me supporter, moi. L'appartement est un peu en désordre, non? A observé Sophie en regardant autour d'elle. Élise, tu n'as pas le temps d'organiser? Elle a largement le temps, a dit Julien, avec ce ton de mépris que je connaissais trop bien. Elle travaille à mi-temps. À plein temps, ai-je corrigé à voix basse. Comment? Je travaille à plein temps. De 9h à 17h30. Ah oui. Heure de bureau. Il a ri, et d'autres ont ri avec lui. Assise à taper des emails toute la journée. Ça doit être épuisant. J'ai senti mon visage brûler. Théo, assis en silence au bout de la table, a cessé de manger. Et pourtant, a continué Julien, maintenant galvanisé par son public, la maison est toujours en bazar. Le linge n'est pas toujours repassé. Le dîner est parfois en retard. Julien, ai-je tenté? Non, laisse-moi finir. Il s'est levé, chancelant légèrement. 5e verre, sans aucun doute. Tu sais quel est le problème? Je fais tout dans cette maison. Je paie les factures, je prends les décisions importantes, je maintiens ce toit au-dessus de nos têtes. Et elle? Elle est même incapable de garder la maison propre. Je travaille à plein temps, je m'occupe de Théo, je cuisine, je nettoie. Ma voix tremblait. Tu travailles? Il a ri, amer. Tu appelles ça du travail? Tu gagnes une misère. 1800 € par mois. Ça paie à peine l'école privée de Théo. Un silence gêné est tombé sur la table. Mais personne ne m'a défendu. Personne n'a dit, Julien, tu as trop bu, ou, on ne parle pas comme ça à sa femme. Caroline a détourné le regard. Sophie a regardé son téléphone. Pierre s'est raclé la gorge et a repris du vin. Tu sais ce que tu es, Élise? Julien était maintenant juste devant moi, son haleine d'alcool chaud sur mon visage. Tu es une incapable. Une incapable totale. Sans moi, tu vivrais dans un studio de 20 mètres carrés dans un quartier pourri. Mes yeux me brûlaient, mais je n'ai pas laissé tomber les larmes. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Julien, s'il te plaît, a dit Françoise faiblement. Ce n'est pas le moment. Pas le moment de quoi? De dire la vérité? Il s'est tourné vers sa famille. Vous pensez tous la même chose. Vous vous dites que j'aurais pu épouser mieux. Quelqu'un de plus éduqué, d'une meilleure famille, plus tout. Papa. La voix de Théo a fendu le silence. Petite, mais ferme. Julien s'est retourné. Quoi? Arrête. Comment? Arrête de parler comme ça à maman. Théo était debout maintenant, ses petites mains de 8 ans tremblaient, mais ses yeux étaient plantés dans ceux de son père. Tu as tort. Théo, assieds-toi et tais-toi, a ordonné Julien. Non. Théo a pris une grande inspiration. Tu as dit que maman est inutile. Mais tu as tort. Théo, ai-je tenté, mais il a continué. Maman se lève à 6 heures tous les jours. Elle prépare mon petit déjeuner, m'emmène à l'école, va travailler, vient me chercher, m'aide pour les devoirs, fait le dîner, me donne le bain, me couche. Et toi tu rentres à 20 heures, tu manges le dîner qu'elle a fait, tu te plains de tout, et tu vas regarder la télé. Toute la table s'est figée. Théo, monte dans ta chambre. Maintenant. A tonné Julien. Non. Théo a relevé le menton. Tu dis toujours qu'un homme doit dire la vérité. Alors moi aussi je vais la dire. Il a regardé autour de la table. Vous croyez que maman ne fait rien? Moi je vois tout. Elle nettoie la maison à 6 heures du matin avant que je me réveille. Elle repasse tes chemises à 22 heures après que tu t'es endormi.
Elle reste debout jusqu'à minuit à préparer tes repas pour le lendemain parce que tu as dit que la cantine de l'entreprise coûtait trop cher. Julien était livide. Et quand tu lui cries dessus, a continué Théo, la voix brisée, elle pleure dans la salle de bain pour que je ne voie pas. Mais moi je vois. Moi j'entends. Théo, ça suffit. Ai-je crié, plus par peur de ce que Julien ferait ensuite que par autre chose. Mais Théo ne s'est pas arrêté. Et il y a encore une chose que vous ne savez pas. Il a regardé son père droit dans les yeux. Maman est en train d'écrire un livre. Un vrai livre. Et une maison d'édition veut le publier. Le silence a été total. Julien m'a fixé, les yeux écarquillés. De quoi est-ce qu'il parle? J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était mon secret. Mon seul secret. Élise, a dit Julien lentement, d'un calme dangereux. De quoi est-ce qu'il parle? Les 11 personnes dans la pièce me fixaient. Le silence était si dense que j'entendais l'ancienne horloge de pierre faire tic-tac contre le mur. Théo, va dans ta chambre, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Mais maman. Maintenant. Il a hésité, m'a regardé, puis a regardé son père, et il est finalement parti, montant les escaliers lentement. J'ai entendu la porte de sa chambre se refermer doucement. Julien n'avait pas bougé. Ses yeux étaient plantés sur moi, un mélange de confusion et de colère montante. Élise, a-t-il répété, en articulant chaque syllabe. C'est quoi cette histoire de livre? On devrait peut-être en parler en privé, ai-je tenté. Non. Tu vas expliquer maintenant. Devant tout le monde. Puisque visiblement tout le monde le savait sauf moi. Personne ne savait. Théo savait. Parce qu'il m'a vu écrire un soir. Ai-je explosé? Il s'est réveillé parce qu'il avait soif, il m'a trouvé sur l'ordinateur portable et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit. Mais je lui ai demandé de n'en parler à personne. Pourquoi? A demandé Sophie, avec cette curiosité malsaine dans la voix. Pourquoi cacher ça? J'ai regardé Sophie, puis Julien. Parce que je savais exactement comment tu allais réagir. Comment j'allais réagir? Julien a laissé échapper un rire sans joie. Tu caches que tu écris un livre, et tu t'attends à quoi? À des applaudissements? J'espérais que tu me laisserais avoir une chose à moi. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Une chose que je fais parce que j'en ai envie, pas parce que tu l'as ordonnée ou parce que quelqu'un en a besoin. Le silence est retombé, plus lourd encore. Depuis combien de temps? A demandé Julien tout bas. Quoi? Depuis combien de temps tu fais ça? À écrire derrière mon dos? 2 ans. 2 ans? Il a jeté sa serviette sur la table. Tu es en train de me dire que pendant 2 ans, quoi? Tu restes éveillé en cachette à taper ton petit livre secret? Ce n'est pas un petit livre, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. C'est un roman. Il fait 387 pages. J'ai mis 2 ans à l'écrire, une demi-heure par nuit, après que tu t'endormais, ou à l'aube avant que tu ne te réveilles. Un roman, a répété Françoise, comme si le mot était dans une langue étrangère. Sur quoi? Sur une femme qui redécouvre qui elle est après des années à être invisible. L'ironie n'a échappé à personne. Et tu l'as envoyé à des éditeurs? A demandé Marc. Il avait l'air sincèrement curieux, différent des autres. Je l'ai envoyé à 3. Les éditions Gallimard, les éditions du Seuil et les éditions Albin Michel. Les plus grandes maisons d'édition de France, a sifflé Marc. Et j'ai inspiré profondément. Albin Michel a répondu la semaine dernière. Ils veulent le publier. Ils m'ont proposé un contrat avec une avance de 15 000 €. Des exclamations ont parcouru la table. Même Julien a eu l'air réellement choqué. 15 000 €? A répété Pierre. Pour un livre? C'est l'avance, ai-je expliqué. S'il se vend bien, je touche des droits d'auteur. Il pense qu'il peut se vendre à environ 50 000 exemplaires la première année. Ce qui représenterait encore 45 000 €. 60 000 €, a dit Caroline, les yeux écarquillés. Plus que le salaire annuel de beaucoup de gens.
C'est du mensonge, a lâché Julien brusquement. Tu inventes. Je n'invente rien. Alors prouve-le. Montre le contrat. Je ne l'ai pas encore signé. Le contrat est arrivé jeudi. J'ai jusqu'à lundi pour décider. Jeudi, a répété Julien lentement. Il y a 3 jours. Et tu ne me l'as pas dit. J'allais te le dire. J'attendais le bon moment. Le bon moment? Pendant 2 ans tu caches ça et tu attendais le bon moment? Parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça. Ai-je crié en retour. Je savais que tu rabaisserais, que tu te moquerais, que tu ferais passer ça pour une idiotie. C'est une idiotie. Tu te prends pour une écrivaine maintenant? Toi? Pourquoi pas moi? Parce que tu as à peine terminé le lycée. Tu es assistante administrative. Tu n'as pas d'éducation, pas de culture. Je lis 3 livres par mois depuis 15 ans. Les jeux coupés. Je vais à la bibliothèque de Toulouse toutes les semaines. Ce n'est pas parce que toi tu n'as jamais fait attention que je n'existe pas. Élise a raison, est intervenue Marc doucement. Elle a toujours été une grande lectrice. Je me souviens l'avoir vue avec des livres à tous les déjeuners de famille. Parce que je n'avais rien d'autre à faire pendant que vous parliez football et politique, ai-je répondu. Personne ne m'a jamais incluse dans les conversations, de toute façon. Brigitte a toussé, mal à l'aise. Sophie a de nouveau consulté son téléphone. Alors qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Julien en croisant les bras. Tu vas signer? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Parce que c'est une décision importante. L'éditeur veut faire une sortie en mars. Il y aura des événements, des interviews, des séances de dédicaces. Ça va demander du temps. Du temps que tu n'as pas, a dit Julien avec autorité. Tu as des responsabilités. Une maison. Un fils. Un mari. J'ai aussi le droit d'avoir des rêves. Les rêves ne paient pas les factures. 60 000 €, ça paie beaucoup de factures, a observé Marc. Julien l'a fusillé du regard. Tu es de son côté maintenant? Je ne suis du côté de personne. Je dis juste que 60 000 €, ce n'est pas rien. C'est plus que ce que je gagne dans mon cabinet comptable. C'est plus que ce que je gagne comme infirmière, a ajouté Caroline. Vous ratez le point. Julien a frappé la table de la main, faisant teinter la vaisselle. Le point, ce n'est pas l'argent. C'est le mensonge. Pendant 2 ans, elle m'a trompé. Je n'ai trompé personne, ai-je dit calmement. J'ai simplement eu une vie privée. Ce que tu ne m'as jamais permis d'avoir. Une vie privée? On est mariés. Les gens mariés n'ont pas de secret. Tu as un compte bancaire auquel je n'ai pas accès, ai-je répondu. La phrase est sortie avant même que j'y pense. Julien s'est figé. Comment tu? J'ai trouvé un relevé dans ta veste le mois dernier. Crédit Agricole. Un compte avec 23 000 €. Tout à ton nom. Le silence est retombé, mais cette fois tous les regards étaient sur Julien. C'est différent, a-t-il dit, mais sa voix a flanché. En quoi c'est différent? C'est de l'argent que j'ai gagné. De mon salaire. Pour des investissements. Des investissements que ta femme ne doit pas connaître? A demandé Pierre en fronçant les sourcils. Julien, ce n'est pas normal. Papa, mêle-toi de ça. Tu caches 23 000 € à ta femme et tu es furieux parce qu'elle a écrit un livre? Marc a secoué la tête. C'est de l'hypocrisie, frère. Tais-toi, Marc. Non. Je ne me tairai pas. Tu as humilié Élise devant nous. Tu l'as traitée d'incapable. Et maintenant on découvre qu'elle est sur le point d'être publiée pendant que toi tu lui caches de l'argent? Cet argent, c'est pour les urgences. Quelles urgences? Ai-je insisté. Des urgences que moi, ta femme, je ne peux pas connaître? Tu ne comprendrais pas. Parce que je suis stupide? Parce que je n'ai pas d'éducation? Parce que je suis inutile? Il n'a pas répondu. Tu sais ce que je crois? Ai-je continué, sentant quelque chose se briser en moi. Quelque chose de retenu depuis des années. Je crois que tu me gardes petit exprès.
Tu me fais me sentir incompétente, stupide, inutile. Parce que si je réalisais ma valeur, je n'accepterais plus la façon dont tu me traites. Élise, c'est ridicule. Ridicule, c'est supporter 15 ans d'humiliation. Et hurler. 15 ans à entendre que je ne suis pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez jolie. 15 ans à être invisible dans ma propre maison. Les larmes sont enfin tombées, mais pas de tristesse. De colère. De libération. Et tu sais ce qui est drôle? Ai-je poursuivi. Une des plus grandes maisons d'édition de France pense que je suis assez bien. Ils ont lu mon manuscrit, les 387 pages, et ils ont dit que c'était une voix authentique et bouleversante. Qu'il y avait un vrai talent. Élise, a commencé Julien, mais je ne l'ai pas laissé finir. Tu peux m'appeler inutile autant que tu veux. Tu peux me rabaisser devant ta famille. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, effacer le fait que j'ai écrit un livre entier. Seul. Pendant que je travaillais à plein temps, que je m'occupais de notre fils et de cette maison. J'ai fait ça en volant une demi-heure de sommeil par nuit. Je me suis tournée vers la table. Et si vous pensez que ça, c'est être inutile, alors vous ne savez pas ce que ce mot veut dire. Puis j'ai regardé Julien droit dans les yeux. Je vais signer le contrat lundi. Et j'irai à tous les événements que l'éditeur demandera. Je ferai des interviews, des dédicaces, je vivrai mon rêve. Et tu vas devoir l'accepter. Ou quoi? A-t-il défié. Ou tu découvriras ce que ça fait de vivre sans l'épouse, inutile, qui paie la moitié des factures, s'occupe de ton fils et fait tourner ta maison. J'ai pris mon sac. Théo et moi, on dort à l'hôtel ce soir. Demain, on parlera quand tu seras sobre. Tu ne sortiras pas de cette maison avec mon fils. Notre fils, ai-je corrigé. Et si, je le ferai. Parce qu'il ne passera pas une nuit de plus à t'entendre m'humilier. Je suis montée chercher Théo, qui avait clairement tout entendu, et une petite valise avec des vêtements pour nous deux. Quand je suis redescendue, toute la famille était encore à table, figée dans un choc silencieux. Bonne soirée, ai-je dit calmement. Joyeux anniversaire, Pierre. Désolé pour le drame. Élise, attends, a dit Julien, mais je ne me suis pas retournée. Je suis sortie, Théo serrant ma main très fort. Dans la voiture, il a demandé. Maman, ça va? Oui, mon cœur. Enfin, ça va. J'ai roulé dans les rues silencieuses de Toulouse, les mains tremblantes sur le volant de notre Renault Clio. Il était presque 23 heures et la ville était calme, les lumières des réverbères se reflétant sur les eaux sombres de la Garonne tandis que je traversais le Pont-Neuf. Théo était silencieux sur la banquette arrière, serrant contre lui son sac à dos avec son pyjama et sa brosse à dents que j'avais jetée à la hâte. « Maman » a-t-il dit au bout d'un moment. « J'ai fait une bêtise ?» En parlant du livre ? J'ai regardé dans le rétroviseur. Ses yeux verts étaient grands ouverts, effrayés. « Non, mon cœur. Tu n'as rien fait de mal. Mais maintenant, toi et papa vous vous disputez. On ne se dispute pas à cause de toi. On se dispute parce que parfois, les adultes doivent dire des vérités qui font mal. Papa va être en colère contre moi? J'ai avalé difficilement. Bonne question. Julien avait un tempérament explosif, surtout quand il buvait. Mais il n'avait jamais levé la main sur Théo. Du moins, pas jusqu'ici. Non, ai-je répondu, plus ferme. Et s'il l'est, je te protégerai. Toujours. Je me suis arrêtée à l'hôtel des Beaux-Arts, près de la place du Capitole. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et sûr. 85 € la nuit, de l'argent que j'avais mis de côté en secret ces derniers mois, 50 € par-ci, 70 € par-là, grâce à des pourboires et à de petits travaux de saisie en freelance. De l'argent dont Julien ne savait rien. La réceptionniste, une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes à monture violette, nous a regardés avec une expression douce mais curieuse. Une mère et son fils à 23 heures un samedi, clairement pressés, avaient probablement une histoire. Une chambre double, s'il vous plaît, ai-je demandé. Pour 3 nuits. Bien sûr, madame. Elle n'a posé aucune question, et je lui en ai été reconnaissante. La chambre était petite mais confortable.
2 lits simples, un papier peint fleuri un peu passé, une légère odeur de lavande venant des draps propres. Théo s'est assis sur le lit le plus proche de la fenêtre, toujours accroché à son sac. « Tu veux prendre une douche ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Je veux juste dormir. » Je l'ai aidé à se changer, à enfiler son pyjama Spider-Man qu'il adorait. Il s'est brossé les dents dans la petite salle de bain pendant que j'allumais mon téléphone, que j'avais volontairement éteint dans la voiture. 17 appels en absence. Tous de Julien. 8 SMS. Julien, rentre à la maison maintenant. Julien, tu ne peux pas faire ça. Julien, Élise, ne sois pas ridicule. Julien, dis-moi au moins où vous êtes. Julien, Théo à école lundi. Il a besoin de ses affaires. Julien, tu te comportes comme une gamine. Julien, d'accord, pardon. On peut parler comme des adultes? Julien, s'il te plaît réponds. J'ai éteint le téléphone à nouveau. Théo est sorti de la salle de bain et s'est glissé sous la couette. Je me suis assise au bord de son lit, lui caressant les cheveux châtain clair. Maman? A-t-il chuchoté. Tu as vraiment écrit un livre entier? J'ai souri. Oui. Je peux le lire? Quand tu seras un peu plus grand. Il y a des passages pour adultes, pas pour les enfants. Ça parle de quoi? D'une femme qui s'est perdue en essayant d'être ce que tout le monde attendait d'elle. Et de la façon dont elle s'est retrouvée. Théo a réfléchi un instant. Ça parle de toi? Un peu. Papa, c'est le méchant de l'histoire? La question m'a prise au dépourvu. Ce n'est pas une histoire de méchants et de gentils, mon cœur. C'est une histoire de gens compliqués qui font des choix. Certains bons, certains mauvais. Papa a fait de mauvais choix aujourd'hui. Oui. Il en a fait. Il te fait toujours pleurer. Mon cœur s'est serré. Tu le remarques? Je remarque tout. Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient trop vieux pour 8 ans. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Je ne savais juste pas si j'avais le droit de parler. Mes yeux m'ont piqué. Théo, pardon. Pardon que tu aies à voir ça. Pardon de ne pas avoir été plus forte plus tôt. Tu es forte, maman. La personne la plus forte que je connaisse. Je l'ai serré contre moi, ce petit être humain qui était devenu mon encre sans que je m'en rende compte. Je t'aime tellement, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Moi aussi je t'aime. Et je vais acheter ton livre quand il sortira. Avec mon argent de poche. J'ai ri à travers mes larmes. Je t'en donnerai un exemplaire gratuit. Non. Je l'achèterai pour de vrai. Pour t'aider à vendre 50 000 exemplaires. Quand Théo s'est endormi, je me suis assise sur l'autre lit avec mon ordinateur portable. Il était vieux, un Dell que j'avais acheté d'occasion il y a 3 ans pour 200 €. Julien s'en était moqué à l'époque, pourquoi tu as besoin d'un ordinateur? Mais j'avais insisté. J'avais dit que c'était pour suivre l'actualité, faire des achats en ligne. En réalité, c'était pour écrire. J'ai ouvert le fichier du manuscrit. Les Invisibles. L'histoire de Claire, une femme de 35 ans qui se rend compte qu'elle a passé 15 ans à être invisible dans sa propre vie. Qu'elle a un mari qui la rabaisse, des beaux-parents qui l'ignorent, des amis qui ont disparu parce que son mari ne les aimait pas. Et la façon dont elle reconstruit sa vie, morceau par morceau, mot par mot. C'était de la fiction. Et pourtant, ça ne l'était pas. J'ai ouvert ma boîte mail. Il y avait le message, toujours non lu, un email de Marie Deschamps, éditrice chez Albin Michel. Chère Élise, nous attendons avec impatience votre décision. Les Invisibles est exactement le type d'histoire dont nous avons besoin aujourd'hui, authentique, bouleversante, puissante. Nous avons une grande confiance dans le potentiel commercial et critique de votre travail. Le contrat est joint. Merci de le relire et de nous faire part de votre décision d'ici lundi 25 novembre. Si vous décidez de poursuivre avec nous, nous aimerions organiser une réunion pour discuter de la stratégie de lancement. Nous envisageons mars 2025, avec une tournée de promotion à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Dans l'attente de votre retour. Cordialement, Marie Deschamps.
Directrice éditoriale. Édition Albin Michel. J'ai cliqué sur la pièce jointe. Le contrat faisait 8 pages. Un langage juridique dense, mais les chiffres étaient clairs. 15 000 € d'avance, payés en 2 versements. 10% de droits d'auteur sur chaque livre vendu jusqu'à 10 000 exemplaires. 12% au-delà de 10 000 exemplaires. Droits de traduction, 50-50e entre l'autrice et l'éditeur. Droits audiovisuels, 60-40e en faveur de l'autrice. Si le livre se vendait à 50 000 exemplaires comme prévu, à 18 € l'unité, je toucherais environ 90 000 € de droits d'auteur. Plus les 15 000 € initiaux. 105 000 €. Plus que 5 années de mon salaire. Mais ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de prouver, à Julien, à sa famille, à moi-même, que j'étais plus qu'une épouse invisible. Plus qu'une assistante administrative. Plus que, la fille avec qui Julien aurait pu faire mieux. J'étais Élise Moreau. Écrivaine. Mon téléphone a vibré. Je l'avais rallumé pour vérifier qu'il n'y avait pas d'urgence avec Théo. Un message de Marc, le beau-frère de Julien. Marc, Élise, c'est moi. Julien m'a donné ton numéro, j'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais juste te dire, tu as été incroyable ce soir. Julien a eu totalement tort. Et félicitations pour le livre. Caroline et moi, on l'achètera dès sa sortie. Courage. Marc. Un message de Caroline juste après. Caroline, Élise, pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu au dîner. J'étais sous le choc. Mais je veux que tu saches, tu es une inspiration. Tenir la maison, travailler, élever un enfant et écrire un livre? Tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Caroline. Les larmes ont coulé de nouveau, mais cette fois-ci de gratitude. Je n'étais pas complètement seule. J'ai regardé le contrat à l'écran. Puis Théo, endormi, le visage paisible, enfin en sécurité. Et j'ai pris ma décision. J'ai ouvert un email de réponse à Marie Deschamps. Chère Marie. Merci pour la confiance accordée à mon travail. Après mûre réflexion, j'ai le plaisir de vous confirmer que j'accepte les termes du contrat. Je serai disponible lundi pour signer les documents et discuter des prochaines étapes. J'ai hâte de travailler avec vous à la publication de « Les Invisibles ». Cordialement. Élise Moreau. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir regretter. C'était fait. Je me suis allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond fissuré de l'hôtel, en écoutant la respiration douce de Théo. Lundi, je signerai le contrat. Mais avant ça, je devais décider quoi faire à propos de Julien. Et de notre mariage. Le dimanche s'est levé gris et pluvieux. Je me suis réveillée à 7 heures avec le dos en vrac, le matelas de l'hôtel était plus fin que le nôtre à la maison, et Théo dormait encore profondément. J'ai pris une douche rapide, enfilé les mêmes vêtements que la veille, puis je suis descendue au petit déjeuner de l'hôtel. La salle était accueillante, avec des tables en bois sombre et l'odeur des croissants tout juste sortis du four. J'ai pris un café noir, un pain au chocolat, et je me suis installée près de la fenêtre, à regarder la pluie glisser sur les vitres. Mon téléphone a vibré. Je l'avais rallumé, incapable de rester totalement déconnecté. Message d'un numéro inconnu. Inconnu, Élise? C'est moi, Françoise. Marc m'a donné ton numéro. On peut parler? Françoise. Ma belle-mère. La femme qui n'avait jamais été vraiment chaleureuse avec moi, mais jamais ouvertement hostile non plus. Juste, distante. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Moi, bonjour, Françoise. À propos de quoi? Françoise, à propos d'hier. À propos de Julien. Je peux te voir pour un café? S'il te plaît. C'est important. J'ai regardé l'heure. Théo dormirait probablement jusqu'à 9 heures. J'avais le temps. Moi, je suis au Café Bib, place du Capitole. Dans 20 minutes? Françoise, j'y serai. Françoise est arrivée pile à l'heure, manteau Burberry beige et foulard Hermès, toujours impeccable, même un dimanche pluvieux.
Ses cheveux gris étaient relevés en chignon élégant, maquillage discret mais parfait. Elle a commandé un café allongé et s'est assise en face de moi, retirant ses gants de cuir lentement, comme pour mettre ses pensées en ordre. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle commencé. Qu'est-ce que vous voulez, Françoise? Je veux te présenter mes excuses. Ça m'a prise de court. Des excuses? Pour ce qui s'est passé hier. Pour la façon dont je t'ai traité toutes ces années. Elle a remué le sucre dans son café avec une précision méticuleuse. Et je veux te dire quelque chose que tu dois savoir à propos de Julien. J'ai attendu. Julien n'était pas comme ça à la naissance, a-t-elle continué. Quand il était enfant, il était doux, sensible. Il pleurait devant les films. Il soignait les animaux blessés. Mais Pierre? Elle s'est interrompue, une douleur traversant son visage. Pierre a brisé ça en lui. Comment? Pierre est le genre d'homme qui croit à la masculinité toxique. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes sont des pourvoyeurs. Les hommes dominent. Quand Julien avait 10 ans et qu'il a pleuré parce que le chien était mort, Pierre l'a enfermé au sous-sol toute la nuit. Il a dit qu'il ne pourrait sortir que lorsqu'il arrêterait de faire la fillette. J'ai senti un serrement dans la poitrine, mais je n'ai pas laissé ça devenir de la compassion. Pas encore. Quand Julien avait 14 ans, a poursuivi Françoise, il a gagné un prix de rédaction à l'école. Il était si fier. Mais Pierre a déchiré le certificat devant lui. Il a dit qu'écrire, c'était un truc de femme, et qu'il devait se concentrer sur les maths et les sciences. Pourquoi vous ne l'avez pas protégé? Ai-je demandé, plus durement que je ne l'aurais voulu. Elle m'a enfin regardé droit dans les yeux. Parce que j'étais lâche. Parce que Pierre me contrôlait, moi aussi. Parce que j'avais peur de partir et de n'avoir rien. Ses yeux ont brillé. Parce que j'ai fait exactement ce que tu es en train de faire maintenant, accepter des miettes et appeler ça de l'amour. Françoise. Laisse-moi finir. Elle a essuyé ses yeux avec délicatesse. J'ai divorcé de Pierre quand Julien avait 23 ans. Trop tard. Le mal était déjà fait. Julien s'était transformé en une version plus jeune de son père, contrôlant, méprisant envers tout ce qu'il considérait comme faible. Et vous me racontez ça pourquoi? Parce qu'hier, en le voyant humilié comme ça, j'ai vu Pierre. J'ai vu le monstre que mon ex-mari a créé. Elle a pris ma main par-dessus la table. Et je t'ai vu, toi. J'ai vu une femme plus forte que je ne l'ai jamais été. J'ai vu quelqu'un qui n'attendra pas 20 ans pour partir. Je n'ai pas encore décidé de partir, ai-je dit, mais mes mots sonnaient creux, même à mes oreilles. Élise, tu as écrit un livre entier en cachette. Tu as mis de l'argent de côté en secret. Tu es parti au milieu de la nuit avec ton fils. Elle a serré ma main. Tu as déjà décidé. Tu as juste peur de l'admettre. Mes yeux m'ont brûlé. Je l'ai aimé. Longtemps, je l'ai vraiment aimé. Je sais. Moi aussi, j'ai aimé Pierre. Mais l'amour ne suffit pas quand l'autre te détruit petit à petit. Et Théo? Comment j'explique à Théo que je détruis sa famille? Théo sait déjà que la famille est cassée. Il te l'a dit hier, il voit tout. Tu ne détruis rien. Tu te sauves, toi et ton fils, d'un environnement toxique. Nous sommes restés silencieux un moment. La pluie continuait de tomber dehors. Hier, après ton départ, a dit Françoise, il y a eu une scène. Marc a confronté Julien à propos de l'argent caché. Julien a admis qu'il gardait 23 000 € pour les urgences. Marc lui a demandé quelles urgences justifiaient de cacher de l'argent à sa femme. Et Julien a dit que c'était au cas où tu partirais. Qu'il devait s'assurer d'avoir des ressources si vous vous sépariez. Mon ventre s'est noué. Il planifiait ça? Je ne sais pas. Mais il se préparait. Comme si tu étais une menace à contenir, pas une partenaire à aimer. J'ai inspiré profondément, assimilant. Julien avait caché 23 000 € en prévision de mon départ. Ou pour se préparer à me mettre dehors sans rien. Il y a plus, a continué Françoise. Pierre m'a appelé ce matin. Il a dit que Julien lui avait demandé un prêt de 10 000 €. Il a prétendu que tu avais des crises psychotiques,
et qu'il devait engager un avocat pour garantir la garde de Théo. Quoi? Il prévoit de se battre pour la garde. Il va dire que tu es instable, impulsive, que tu as abandonné le domicile en pleine nuit. Mais je suis partie parce qu'il m'a humiliée. Je sais. Et je le témoignerai si nécessaire. Marc et Caroline aussi. Elle s'est penchée vers moi. Mais Élise, tu dois te protéger. Juridiquement. Maintenant. Comment? Prends un avocat spécialisé en droit de la famille. Documente tout, les humiliations, l'argent caché, les témoins du dîner. Et dépose la demande de divorce avant qu'il ne le fasse. Divorce. Le mot a flotté entre nous comme un nuage lourd. Je connais quelqu'un, a dit Françoise. Maître Isabelle Fontaine. La meilleure avocate en divorce à Toulouse. Elle m'a représentée dans mon divorce avec Pierre. Elle est implacable mais juste. Elle a sorti une carte de visite de son sac et l'a fait glisser sur la table. Maître Isabelle Fontaine. Avocate, droit de la famille. Cabinet Fontaine et Associés. Appelle-la lundi matin. Dis-lui que je t'ai recommandé. Elle te recevra le jour même. J'ai pris la carte, les mains tremblantes. Françoise, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi m'aider contre votre propre fils? Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Parce que j'ai échoué avec Julien. Je ne l'ai pas protégé de Pierre quand j'aurais dû. Et maintenant il est devenu ce que je redoutais le plus. Elle a essuyé ses larmes. Mais je n'échouerai pas avec Théo. Ce garçon mérite de grandir en voyant une mère forte qui choisit la dignité plutôt que des miettes. Pas un enfant qui assiste à la destruction lente de sa mère. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Et Élise? Ton livre. Les Invisibles. Je veux le lire quand il sortira. Je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin de cette histoire. Elle est partie, me laissant seule avec un café froid et une décision que je savais devoir prendre. De retour à l'hôtel, Théo était réveillé, en train de regarder des dessins animés sur la petite télévision de la chambre. Bonjour, mon cœur. Bonjour, maman. Tu étais où? Je parlais avec ta grand-mère Françoise. Elle est en colère contre moi? Parce que j'ai parlé du livre? Non. En fait, elle m'a aidée. Je me suis assise près de lui. Théo, j'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Est-ce que tu serais très malheureux si maman et papa n'habitaient plus ensemble? Il a éteint la télé et m'a regardé avec ses yeux verts beaucoup trop sérieux pour 8 ans. Je serais plus heureux, a-t-il dit simplement. Pourquoi? Parce que tu pleures moins quand il n'est pas là. Et parce que je n'aime pas la façon dont il te parle. Il m'a pris la main. Maman, les autres papas de mes copains ne parlent pas comme ça à leurs femmes. Le papa de Thomas aide sa maman à faire la vaisselle. Le papa d'Emma félicite sa maman pour la cuisine. Papa ne te félicite jamais. Théo. Je préfère que tu sois heureuse et que papa vive ailleurs, plutôt que toi triste et nous tous ensemble. Je l'ai serré contre moi, ce petit être humain si sage, qui comprenait ce que beaucoup d'adultes mettent des décennies à accepter. Merci d'être honnête. On va s'en sortir? A-t-il demandé contre mon épaule. Oui. Je te le promets. On va s'en sortir, et même plus que ça. Le lundi matin, à 9h pile, j'ai appelé le cabinet Fontaine. Bonjour, je voudrais un rendez-vous urgent avec Maître Fontaine. Françoise Dubois me l'a recommandé. Un instant, s'il vous plaît. Musique d'attente. Puis une voix de femme, ferme mais douce. Madame Moreau? Isabelle Fontaine. Françoise m'a appelé hier pour me dire que vous me contacteriez. Je peux vous recevoir aujourd'hui à 14h? Oui. Merci. Apportez toute la documentation que vous avez, acte de mariage, relevé bancaire, toute preuve d'actifs communs ou dissimulés. Et, Madame Moreau? Oui. Françoise m'a parlé du dîner. Vous avez eu raison de partir. Maintenant, on va s'assurer que vous et votre fils soyez protégés. J'ai raccroché et inspiré profondément. À 10h,
j'avais rendez-vous chez Albin Michel pour signer le contrat. À 14 heures, rendez-vous avec l'avocate du divorce. Ma vie était en train de changer. Radicalement. Et pour la première fois en 15 ans, c'était moi qui tenais les commandes. À 10 heures du matin, je me suis garé devant le majestueux bâtiment des éditions Albin Michel, rue de la Pompe, à Paris. J'avais pris le TGV de 6h45 depuis Toulouse, laissant Théo chez Caroline, qui avait insisté pour m'aider, et j'avais voyagé pendant 4 heures, le cœur serré. Le bâtiment était imposant. 6 étages de pierre parisienne classique, de hautes fenêtres, un portail en fer forgé. Des gens importants travaillaient ici. De vrais écrivains. Et maintenant, moi. Puis-je vous aider ? Demanda la réceptionniste lorsque j'entrai dans le hall élégant. J'ai rendez-vous avec Marie Deschamps à 10 heures. Élise Moreau. Elle vérifia sur son ordinateur et sourit. Ah oui, l'autrice de Les Invisibles. Bienvenue. 4e étage, salle 412. L'autrice. Elle m'avait appelée autrice. Dans l'ascenseur, je vérifiais mon reflet dans le miroir. J'avais choisi mon meilleur tailleur, bleu marine, Zara, acheté en promotion il y a 2 ans mais toujours élégant. Cheveux attachés en chignon bas. Maquillage discret. J'avais l'air professionnel. J'avais l'air écrivain. Ou du moins, j'essayais. Marie Deschamps m'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle avait la quarantaine passée, des cheveux châtain courts, des lunettes à monture rouge, une énergie contagieuse. Élise. Quel plaisir de vous rencontrer enfin, dit-elle en me serrant la main avec assurance. Entrez, entrez. Café ? Thé ? Un café, s'il vous plaît. Son bureau était rempli de livres. Des étagères du sol au plafond, des piles sur le bureau, des épreuves disséminées partout. Le rêve de tout lecteur. Alors, dit-elle en servant le café dans de fines tasses en porcelaine, comment s'est passé le week-end ? Avez-vous eu le temps de réfléchir ? Il a été intense. J'imagine. C'est une grande décision. Elle s'assit derrière son bureau. Mais je veux que vous sachiez une chose, nous croyons énormément en votre travail, Élise. Les Invisibles exactement le type d'histoire qui résonne. Authentique, courageuse, nécessaire. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Vous avez apporté le contrat ? Oui. Je sortis le document imprimé de mon sac. Parfait. Je vais vous expliquer chaque clause. Elle passa les 20 minutes suivantes à me guider à travers le contrat. Avance, droit d'auteur, royalties, délai. Tout expliqué avec patience et clarté. Des questions ? Demanda-t-elle enfin. Et si ça ne se vend pas ? Et si personne ne veut lire ? Marie sourit avec douceur. Élise, nous avons fait une étude de marché. Nous avons montré les 3 premiers chapitres à des groupes de lecteurs. Les retours ont été extrêmement positifs. Des femmes de 25 à 55 ans s'y sont reconnues profondément. Elles ont dit que c'était le genre d'histoire qu'elles avaient besoin de lire. Mais si ? Puis-je vous confier un secret ? Elle se pencha en avant. Tous les auteurs ont ce doute. Les plus grands noms de la littérature française sont passés par là. Mais savez-vous ce qui sépare les auteurs publiés des manuscrits oubliés dans un tiroir ? Quoi ? Le courage. Le courage de signer. D'y croire. De mettre son travail dans le monde malgré la peur. Elle poussa un stylo vers moi. Avez-vous ce courage, Élise ? Je regardai le contrat. Puis le stylo. Je pensais à 15 ans de silence. À Julien me traitant d'inutile. À Théo disant que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Je pris le stylo. Oui. Je signai. 3 exemplaires. Ma main trembla à la première signature, mais elle était ferme à la 3e. Voilà. Marie sourit largement. Officiellement, vous êtes une autrice publiée chez Albin Michel. Bienvenue dans la famille. Elle sortit une bouteille de champagne d'un mini-réfrigérateur dissimulé. Je sais qu'il n'est que 10h30, mais ça mérite un toast. Nous trinquâmes. Le champagne était sec, glacé, parfait. Maintenant,
Parlons du lancement, dit Marie en ouvrant un dossier. Nous pensons à mars. Tournée de presse, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, peut-être Toulouse puisque vous êtes de là-bas. Interview pour elle, Marie-Claire, Madame Figaro. Participation possible à la Grande Librairie sur France 5. La Grande Librairie? Répétez-je, étourdi. C'était l'émission littéraire la plus prestigieuse de France. Vous pensez qu'il m'inviterait? François Bunel adore découvrir de nouvelles voix. Et votre histoire est parfaite pour son format intime mais universel. Elle prit des notes. Il faudra aussi penser à votre biographie. Photo d'autrice, courte présentation. Généralement quelque chose comme Élise Moreau a 34 ans, vit à Toulouse, travaille comme, d'ailleurs, vous travaillez toujours au bureau? Pour l'instant, oui. Vous pourriez envisager un congé sans solde quand la tournée commencera. Ce sera intense, une ville différente tous les 3 jours pendant un mois. Un mois loin de la maison. De Théo. De Julien. Ou de ce qu'il en restait. Je vais y réfléchir, promis-je. Je quittais Albin Michel à 12h30, flottant littéralement. J'avais le contrat signé dans mon sac, un nouveau rendez-vous prévu en janvier pour discuter des dernières corrections, et du champagne sur l'estomac vide. C'était officiel. J'étais écrivaine. J'appelais Caroline. Comment va Théo? Très bien. Il joue avec mes enfants dans le jardin. Et toi? Parfait. J'ai signé. Élise. Félicitations. Je suis tellement fière de toi. Merci. Je prends le train de 16h. J'arrive vers 20h. Théo peut rester dîner ici. Ne te presse pas. Je raccrochai et regardai l'heure. 12h35. J'avais presque 2 heures avant de prendre le métro pour Montparnasse. Mon téléphone vibra. Message de Julien. Julien, on doit parler. Sérieusement cette fois. Julien, rentre à la maison, s'il te plaît. Julien, Élise, tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je soupirai. Il avait raison. Je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Et je devais récupérer d'autres vêtements pour Théo et moi. Moi, je serai là à 20h30. Seul. Théo reste chez des amis. Julien, d'accord. Merci. Le TGV du retour me parut plus rapide. Je passai les 4 heures à regarder le paysage français défiler par la fenêtre, champs de tournesol fanés, villages médiévaux, la Loire serpentant paisiblement. Mon esprit revint à la réunion avec Maître Fontaine plus tôt dans la journée, avant de prendre le train. Elle avait été directe, efficace, rassurante. D'après ce que vous m'avez raconté et les témoins prêts à déposer, vous avez un dossier solide pour la garde principale, expliqua-t-elle en prenant des notes rapides. Julien peut prétendre que vous avez abandonné le domicile, mais nous avons 3 témoins, Marc, Caroline et Françoise, qui confirment que vous êtes parti après une humiliation publique et par souci du bien-être de votre fils. Et l'argent qu'il a caché? Cela joue en votre faveur. Cela prouve qu'il a dissimulé des actifs conjugaux. En France, les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf disposition contraire. La moitié de ces 23 000 € vous revient légalement. Et la maison? Qui figure sur l'acte d'achat? Nous deux. Mais il dit toujours qu'il a tout payé seul. Peu importe ce qu'il dit. Si vous êtes tous les deux propriétaires, c'est un bien commun. Lors du partage, soit elle est vendue et le bénéfice divisé, soit l'un rachète la part de l'autre. Je n'ai pas 100 000 € pour racheter sa part. Alors vous vendez. Et avec votre moitié plus la moitié des 23 000 €, vous aurez un apport confortable pour un appartement plus petit. Elle me regarda fermement. Élise, je sais que ça fait peur. Mais financièrement, vous allez survivre. Et même très bien avec l'avance du livre. Elle avait raison. Les 15 000 € d'avance, plus mon salaire, plus une éventuelle pension alimentaire, je pouvais recommencer. Concernant Théo, poursuivit-elle, étant donné que vous êtes le parent principal, vous vous occupez de lui, l'emmener à l'école, l'aider pour les devoirs et compte tenu du comportement erratique de Julien, je recommande une garde principale avec des visites du père, encadrées au début.
Il va accepter? Probablement pas. Il va se battre. Mais avec les témoins que nous avons, surtout sa propre mère qui témoigne en votre faveur. Elle sourit. Disons que les chances sont de votre côté. À 20h25, je me garai devant notre maison à Saint-Cyprien. Les lumières étaient allumées. Julien m'attendait. Je pris une profonde inspiration, vérifiai que mon téléphone était chargé et que l'enregistreur audio était prêt, conseil de Maître Fontaine, puis j'entrai. Julien était dans le salon, assis sur le canapé. Il ne portait pas son costume de travail, mais un jean et un pull. Il avait l'air, plus petit. Fatigué. Élise. Merci d'être venue. Je suis venu chercher nos vêtements, ceux de Théo et les miens. Je sais. Mais avant, on peut parler? 5 minutes? Je restai debout près de la porte. 5 minutes. Il passa la main dans ses cheveux. J'ai tout gâché. Samedi. Ce que j'ai dit. C'était impardonnable. Oui. J'étais ivre. Les gens ivres disent les vérités que les sobres cachent. Il grimaça. Je ne pense pas que tu sois inutile. Pas vraiment. Julien, tu l'as dit devant 11 personnes. Tu as crié. Avec conviction. J'étais en colère. À cause du livre, du secret. De mon succès, le corriger-je. Tu étais en colère parce que j'ai réussi quelque chose d'important sans ta permission. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Ma voix était calme, ferme. Depuis 15 ans, tu me maintiens petite. Tu me fais sentir incompétente, stupide, chanceuse de t'avoir. Parce que si je réalisais ma valeur, je n'accepterais plus les miettes. Élise. Et puis j'écris un livre. Seul. Et il est bon. Tellement bon qu'une des plus grandes maisons d'édition de France veut le publier. Et tu ne le supportes pas. Ce n'est pas vrai? Alors pourquoi ton premier réflexe a été de rabaisser? De te moquer? De l'appeler un petit livre? Il ne répondit pas. J'ai signé le contrat aujourd'hui, dis-je. À Paris. Le livre sort en mars. Je ferai une tournée nationale. Des interviews. Des séances de dédicaces. Son visage devint livide. Tu es allé à Paris? Oui. Sans me prévenir? Je n'ai plus à te prévenir, Julien. Nous sommes des adultes, pas un propriétaire et sa propriété. Élise, s'il te plaît. Il se leva et fit un pas vers moi. On peut recommencer? Oublier ce qui s'est passé? Je vais aller en thérapie, travailler sur moi. Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu ces promesses. Après chaque humiliation, chaque cri, chaque fois que tu m'as fait me sentir minuscule. Tu changes une semaine, parfois 2. Puis tu redeviens exactement le même. Cette fois sera différente. Non. Je le regardai droit dans les yeux. Et même si ça l'était, je n'en veux plus. J'ai passé 15 ans à me modeler selon ce que tu voulais. C'est fini. Et Théo? Théo restera avec moi. Tu pourras le voir, avec supervision au début. Supervision? Cria-t-il. Tu penses que je suis un danger pour mon propre fils? Je pense que tu as un tempérament explosif qui l'effraie. Je pense que tu bois trop. Et je pense que quand tu ne peux plus me contrôler, tu pourrais essayer de le contrôler, lui. C'est ridicule. Je vais me battre pour la garde. Batte-toi. J'ai 3 témoins prêts à déposer sur samedi. Dont ta propre mère. Ma mère? Françoise. Elle témoignera que tu m'as humilié, que tu as appris des comportements de contrôle auprès de Pierre, et que Théo mérite mieux. Julien retomba sur le canapé, chancelant. Ma propre mère est contre moi? Ta mère est du côté de Théo. C'est différent. Un silence lourd s'installa. Je vais prendre nos affaires, dis-je en me tournant vers l'escalier. Élise? Je m'arrêtai. Je t'ai aimé. Vraiment. Je t'aime encore. Je me retournai. Je regardai l'homme que j'avais aimé à 19 ans. Qui me semblait si confiant, si protecteur.
avant que je ne comprenne que la protection était devenue une prison. Moi aussi, je t'ai aimé, Julien. Mais l'amour ne suffit pas quand il vient avec l'humiliation. Je montai à l'étage et empaquetai nos vies dans 2 valises. Quand je redescendis, Julien était toujours sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne dis pas au revoir. Je sortis simplement. Et, pour la première fois, je me sentis libre. 3 mois sont passés comme dans un tourbillon. En décembre, j'ai officiellement déposé la demande de divorce. Julien a contesté absolument tout, la garde, le partage des biens, jusqu'à ma capacité à élever Théo seul. Maître Fontaine s'y attendait. Les hommes comme lui acceptent rarement de perdre le contrôle sans se battre, m'a-t-elle expliqué. Mais nous avons un dossier solide. Patience. Théo et moi avons emménagé dans un 2 pièces loué à Croix-Daurade, un quartier calme près du canal du Midi. C'était petit, 55 mètres carrés, mais c'était chez nous. Sans tension. Sans cri. Sans marcher sur des œufs. La première nuit, Théo a exploré chaque recoin, puis il est venu m'enlacer dans la minuscule cuisine. J'aime bien ici, maman. On dirait une vraie maison. Pourquoi? Parce que tu souris ici. Mon travail au cabinet de comptabilité a été compréhensif. Quand j'ai expliqué la situation à mon patron, Monsieur Blanchard, un homme gentil de 60 ans, père de 3 filles, il a été solidaire. Prenez le temps qu'il vous faut, Élise. Un divorce, c'est difficile. Et félicitations pour le livre. Ma femme a hâte de le lire. Albin Michel m'envoyait des nouvelles chaque semaine. Le livre était en dernière phase de révision. La couverture était en cours de création, une silhouette féminine faite de mots se dissolvant en oiseaux. C'était magnifique. Vous allez adorer, m'a assuré Marie au téléphone. Ça capture parfaitement l'essence de l'histoire. La tournée de presse était prévue pour mars. 6 villes en 3 semaines. J'étais terrorisée et excitée à parts égales. Mais c'est lors de la première semaine de janvier que tout a de nouveau basculé. Je préparais le dîner, des pâtes carbonara, le plat préféré de Théo, quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Élise Moreau? Une voix masculine, professionnelle. Oui. Ici maître Philippe Arnaud, l'avocat de Julien Dubois. Nous devons parler. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? Mon client est disposé à négocier les termes du divorce. Hors tribunal. Vous devriez appeler mon avocate. Elle est au courant. J'ai parlé avec maître Fontaine ce matin. Elle a suggéré que je vous appelle directement pour vous exposer la proposition. C'était inhabituel. Isabelle filtrait toujours tout d'abord. Quelle proposition? Julien accepte une garde partagée, avec résidence principale chez vous. Théo serait avec son père un week-end sur 2 et 1 nuit par semaine. C'était raisonnable. Étonnamment raisonnable. Continuez. Concernant la maison, vente et partage équitable des bénéfices. Concernant les 23 000 € du compte séparé, il reconnaît que la moitié vous revient légalement. Pourquoi ce changement soudain? Un silence. Mon client a traversé des événements récents qui l'ont amené à reconsidérer ses priorités. Quels événements? Je préfère ne pas en discuter par téléphone. Maître Fontaine fixe une réunion en personne pour jeudi. Nous serons tous présents. Nous pourrons entrer dans les détails. J'y serai. J'ai raccroché, perplexe. Qu'est-ce qui avait pu pousser Julien à changer aussi radicalement? J'ai appelé Isabelle immédiatement. Ah, vous avez reçu l'appel, a-t-elle dit. Oui, c'est un développement intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas tout. Mais l'avocat de Julien m'a appelé hier, presque désespéré de négocier. Il a dit que son client voulait tout régler à l'amiable le plus vite possible. Julien ne fait jamais rien à l'amiable. Exactement. C'est pour ça que j'ai fixé une réunion en personne. Nous allons découvrir ce qui se passe. Jeudi est arrivé. La réunion était à 14 heures au cabinet de maître Arnaud, dans un immeuble moderne près de la place Wilson. Isabelle m'a rejointe à l'entrée. Prête? Je crois.
Souvenez-vous, je parle en premier. Vous n'intervenez que si je vous le demande. Nous sommes montés au 5e étage. La salle de réunion était tout en verre et acier chromé, une longue table en bois sombre. Julien était déjà là avec son avocat, un homme mince d'une 50aine d'années, costume impeccable, expression neutre. Julien, lui, avait l'air affreux. De profondes cernes, un visage pâle, les cheveux en bataille. Il avait maigri. Nous avons échangé des salutations formelles et nous nous sommes assis de part et d'autre de la table. Merci d'être venu, a commencé maître Arnaud. Allons droit au but. Mon client souhaite proposer un divorce par consentement mutuel aux conditions suivantes. Il a distribué des documents. J'ai lu rapidement. Garde partagée, résidence principale chez moi. Julien a Théo un week-end sur 2 plus le mercredi. Maison vendue, bénéfice partagé 50-50e. 11 500 € sur les 23 000 € du compte secret me reviennent. Julien verse une pension alimentaire de 6 cents € mois. Chacun conserve sa voiture et ses biens personnels. Pas de litige sur dette ou actifs additionnels. C'était juste. Plus que juste. C'était presque tout ce que j'avais demandé. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé directement à Julien. Pourquoi être raisonnable tout à coup? Il n'a pas répondu, les yeux rivés sur ses mains. Mon client a eu une prise de conscience personnelle, a dit maître Arnaud avec diplomatie. Et il souhaite régler cela de la manière la moins douloureuse possible pour tous, surtout pour Théo. Quelle prise de conscience? Julien a enfin levé les yeux. Airbus m'a licencié. Silence absolu. Quoi? Ai-je réussi à dire? Il y a 3 semaines. Ils m'ont licencié. Il y a eu un incident. J'ai crié sur une stagiaire. Je l'ai traitée d'incompétente devant toute l'équipe. Elle a enregistré. Elle a déposé une plainte formelle pour harcèlement moral. Mon Dieu. Les ressources humaines ont enquêté. Ils ont interrogé d'autres personnes. Ils ont découvert que ce n'était pas un cas isolé. Que j'avais un historique de comportement agressif et rabaissement des collègues. Il a laissé échapper un rire amer. Les mêmes mots que toi, tu as utilisés pour moi. Julien. Ils m'ont viré sur le champ. Sans préavis. Pour faute grave. J'ai perdu le salaire, les avantages, tout. Il s'est passé une main sur le visage. Et quand mon père l'a appris, il a ri. Il a dit que j'avais toujours été faible. Il a dit que lui, il n'avait jamais été licencié parce qu'il savait contrôler les gens correctement. Il y avait une douleur vraie dans sa voix. Pour la première fois, je ne voyais pas l'homme qui m'humiliait, mais le garçon brisé par son propre père. C'est à ce moment-là que j'ai compris, a poursuivi Julien. J'ai compris que j'étais devenu exactement ce que je détestais. Je suis devenu mon père. Je t'ai traité comme il traitait ma mère. Et je commençais à traiter Théo comme il me traitait, moi. Des larmes ont coulé sur ses joues. Élise, je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches, tu avais raison. Surtout. Je te maintenais petite parce que j'avais peur. Si tu grandissais, tu verrais que tu n'avais pas besoin de moi. Julien. Tu n'as pas besoin de répondre. Juste, accepte l'accord. S'il te plaît. Qu'on termine ça avec dignité. Et laisse-moi essayer d'être un meilleur père pour Théo que mon père ne l'a été pour moi. J'ai regardé Isabelle. Elle a hoché légèrement la tête. J'ai une condition, ai-je dit. Laquelle? A demandé Julien. Thérapie. Obligatoire. Si tu veux voir Théo régulièrement, tu fais une thérapie. Chaque semaine. J'en fais déjà. J'ai commencé le mois dernier. Et tu continues. Non négociable. J'accepte. Et si tu lui cries dessus, si tu l'humilies, si tu fais quoi que ce soit qui le fasse se sentir petit comme tu m'as fait me sentir, tu perdras les week-ends. Visites encadrées uniquement. Compris. J'ai relu le document, ligne par ligne. Je signerai, ai-je dit enfin. Mais je veux un avenant, si Julien manque 3 paiements consécutifs de pension, la garde revient entièrement chez moi.
J'accepte, a dit Julien immédiatement. Maître Arnaud a pris note. Je rédigerai la version finale avec cet avenant. On signe la semaine prochaine? Oui, avons-nous répondu d'une même voix. Après la réunion, Julien m'a rattrapé sur le parking. Élise, attends. Je me suis retournée. Je veux te donner quelque chose. Il a sorti une enveloppe de la poche de son manteau. Ouvre-la quand tu seras rentré. J'ai pris l'enveloppe, méfiante. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, c'est tout. Il est monté dans sa voiture, une Audi qu'il devrait bientôt vendre pour payer les factures, et il est parti. Dans ma propre voiture, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 15 000 €. Et une lettre manuscrite. Élise. Cet argent vient du fonds que j'ai gardé, pour les urgences. J'ai compris que la seule vraie urgence, c'était toi qui me quittais enfin, et moi qui tentais de t'en empêcher. Utilise-le pour ce dont tu as besoin. Apport pour un nouvel appartement. Fonds pour Théo. Célébration du livre. Peu importe. Ce n'est pas une excuse. Ça n'efface pas ce que j'ai fait. Mais peut-être que ça t'aidera à recommencer sans mon ombre. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleur. Pas pour toi, j'ai perdu ce droit. Mais pour Théo. Et pour moi-même. Ton livre sort en mars, c'est ça? Je l'achèterai. Et je le lirai. Parce que peut-être, enfin, je comprendrai la femme que j'ai détruite, et qui était trop forte pour rester détruite. Merci de m'avoir donné Théo. Merci de m'avoir montré qui je ne veux pas être. Et je suis désolée. Pour tout. Julien. Je suis restée longtemps dans la voiture, le chèque et la lettre entre les mains. Ce n'était pas une rédemption complète. Ça n'effaçait pas 15 ans. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit. Ce soir-là, Théo m'a demandé comment s'était passée la réunion. Papa et moi, on s'est mis d'accord, ai-je expliqué. Ce sera un divorce à l'amiable. Il peut me voir? Oui. Un week-end sur 2 et le mercredi. D'accord. Théo a réfléchi un instant. Maman, papa va bien? Non. Mais il essaie. Je peux le voir même quand ce n'est pas le jour officiel? Si j'en ai envie? Mon cœur s'est serré. Malgré tout, Théo aimait encore son père. Les enfants ont une capacité de pardon que les adultes perdent. Bien sûr, mon cœur. Quand tu veux. Il m'a serré dans ses bras. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Pourquoi? Parce que papa t'a fait très mal. Mais tu le laisses quand même me voir. Tu veux quand même que j'ai un père. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Parce que tu mérites tes 2 parents. Et papa, malgré toutes ses failles, t'aime. À sa manière confuse et cassée, il t'aime. Je sais. Théo a levé les yeux vers moi. Mais je t'aime plus. Parce que ton amour ne fait pas mal. Février est arrivé vite. Le divorce a été prononcé le 14, la Saint-Valentin, ironiquement. Nous avons signé les papiers, nous nous sommes serrés la main poliment, puis nous avons pris des chemins séparés. Julien travaillait comme consultant freelance, gagnait moins mais tenait le coup. Il voyait Théo régulièrement. Il continuait la thérapie. Nous n'étions pas amis. Nous ne le serions probablement jamais. Mais nous étions civilisés. Pour Théo. Et puis mars est arrivé. Et avec lui, ma nouvelle vie.